choses. Eh oui, épisode 4. Disons-nous les choses est un palabre chaud, un talk show ghetto-africanisé qui donne un peu de lumière à ceux, trop souvent dans l'ombre, qui œuvrent au quotidien pour les autres. Disons-nous les choses traite des sujets dits sensibles de société en toute clarté, en toute liberté, sans retenue et surtout sans langue de fer. J'insiste sur le fait qu'ici la parole est libre. On peut s'exprimer sans contrainte, en toute clarté. Ici, on décrypte, on éclaircit l'actualité, cachée ou non, à notre manière. Pourquoi appeler, disons-nous les choses, à palabre chaud ? Comme le veut la tradition africaine, au village, c'est à l'ombre d'arbres à palabres que nous conversons, que nous racontons nos histoires, que nous réglons les conflits, que nous prenons les décisions et que nous essayons de trouver des solutions pour le bien de tous. En ces temps troubles où la communication technologique atteint des paroxysmes, la vraie communication de vive voix est en perte de vitesse. À travers ce palabre chaud, radio, nous allons tenter de faire revivre cette noble tradition qui, selon nous, peut être un remède à certaines douleurs. En clair, disons-nous les choses est un talk show ghetto-africanisé à notre manière, d'où le nom palabre chaud. Aujourd'hui, je suis accompagné de M. Franco, de la BAN, la Brigade anti-négrophobie. Monsieur, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci pour l'invitation et vraiment, le concept nous paraît vraiment génial, donc on va voir. Ok, il n'y a pas de souci. Donc de suite, j'introduis. Son leader s'est fait connaître dans un groupe qui lui-même était déjà quelque peu controversé à l'époque à cause de leur position d'hommes noirs vis-à-vis de la société française. On se souvient de leurs apparitions dans une émission débat de De Chavannes, où avec le peu de temps qui leur avait été imparti sur la télé hertzienne, ils se sont affirmés et ont réussi à faire passer leur message devant des milliers de téléspectateurs en prétendant entre autres que pour faire partie de cette émission en question, ils ont dû casser des portes, si ma mémoire ne me fait pas faux bon. On se souvient aussi de projets musicaux militants comme le Cercle de la haine qui annonçait déjà les prémices de ce qui allait arriver. Il ne doit pas s'en souvenir, mais un jour de l'année 2000, me semble-t-il, nous nous sommes rencontrés et entretenus dans un McDo sur Paris avec mon grand frère Patrick. Nos conversations étaient imprégnées de négritude et autres travaux de Sharon Diop. À l'époque, mon clan, le CDR, sortait de sa période où lui-même était controversé, à Grigny, et à cause de nos positions pro-black, qui en héritaient plus d'un. Revenons à nos moutons. Depuis quelques années, dès qu'il y a des faits ou des paroles insultant la communauté noire, on peut s'attendre à une opération coup de poing de leur part. Pour le grand public, la BAN sont ces individus qui, à chaque commémoration de l'esclavage, essaient de se faire entendre, quitte à se faire expulser brutalement par les forces de l'ordre, qui ont d'ailleurs pour ordre d'expulser tout élément pouvant perturber cet événement censé être dédié à un peuple qu'on a humilié, qu'on a exterminé, qu'on a exploité, qu'on a sous-humanisé, qu'on a considéré comme des meubles, à qui on a appliqué un code noir stipulant entre autres le nombre de coups de fouet qu'on devait infliger à un esclave qui tenterait de fuir. D'ailleurs, ce code noir n'a toujours pas été abrogé pour un peuple qu'on refuse catégoriquement d'indemniser, peut-être à cause du fait que depuis des décennies en France, en tout cas, peu de voix s'élèvent. D'où la BAN, telle est mon interrogation. Pour ceux qui le soutiennent, ils sont légitimes, ils doivent exister. C'est d'ailleurs ce que m'a dit un de mes grands Grigny très récemment, car peu ou personne s'indigne face aux insanités qui peuvent être proférées sans gêne et face aux actes exécrables qui sont commis à l'encontre de la population noire. Pour ceux qui ne le soutiennent pas, ou peu, ils en font trop. Pour qu'ils se prennent-ils ? Ils dramatisent, ils s'affichent trop. Ils devraient procéder autrement, sans s'afficher avec tous leurs codes couleurs et autres t-shirts plus que voyants, dont le flocage n'est rien d'autre que le nom de leur collectif qui en fait réagir plus d'un, qui en choque plus d'un. Peut-être à cause du terme négro, dans négrophobie, que certains trouvent insultant. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avec la BAN, nous procéderons de la manière suivante. L'interview pour ceux qui vous soutiennent et l'interview pour ceux qui ne vous soutiennent pas. Ok, très bon programme. Juste un petit point, c'est que je ne suis pas leader, je suis porte-parole. Mais c'est vrai que beaucoup de gens font l'amalgame, mais je tenais à le préciser, donc voilà. Tout de suite, nous allons commencer, M. Franco. Nous voulons savoir le pourquoi du comment de la BAN. Alors, comment et pourquoi vous êtes-vous rassemblés ? Quel a été le déclic ? Qui vous a réunis ? Car vous auriez pu faire comme la plupart, faire votre vie et ignorer tous ces faits de société qui vous offusquent tant. Qui en a eu l'idée ? Qui a commencé ? Ça a commencé avec qui ? Quels ont été les premiers membres ? Alors, effectivement, la brigade anti-négrophobie est née en 2005. C'est vrai que ça a été une année catastrophique au niveau des faits divers qui ont ciblé particulièrement la communauté noire
entre autres, parce que d'autres ont été ciblés. Mais nous concernant, il y avait eu les incendies meurtriers du printemps-été 2005 qui ont vu périr 52 personnes, dont 33 enfants, principalement d'origine africaine, d'Afrique noire. Et donc, il y a eu cet épisode. Il y a eu effectivement la mort de Zied Ebouna, donc un noir et un arabe, qui a donné suite aux révoltes de banlieue, que les médias aiment appeler émeutes pour nous discréditer. Et il y a eu la condamnation de Marc-Olivier Fogiel, qui est un animateur télévision, qui avait été condamné par la justice française pour insulte à caractère racial vis-à-vis de la communauté noire, du fait qu'il avait pris en otage le service public pour trafiquer un SMS et insulter l'ensemble de la communauté noire pour s'attaquer à un seul individu, c'est-à-dire Dieudonné. Donc nous, c'est le principe qu'on a regardé, et c'est cet élément qui, pas parce qu'il était le plus grave, loin de là, en tout cas loin de là au niveau des conséquences, puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais au niveau des faits, de l'objectivisation des faits, ça permettait pour nous de fonder notre action sur quelque chose où on n'allait pas dire ouais, c'est notre émotion qui parle, comme on aurait pu le dire pour Zied Ebouna, comme on aurait pu le dire pour les incendies, où on dirait c'est la faute à pas de chance, mais vous vous énervez pour rien, etc. Tandis que là, c'est la justice française qui avait entériné une décision, et donc ça relevait plus de notre subjectivité, mais bien de l'objectivité. Et malgré tout, cet animateur télé a été maintenu sur les services publics alors qu'on paye la redevance et qu'on ne la paye pas pour se faire insulter. Et on ne se fait pas racketter pour se faire insulter. Donc voilà, c'est ce qui nous a poussé à officialiser notre naissance, en sachant qu'on n'est pas né tout de suite sous l'appellation Brigade Anti-Négrophobie, mais il y avait les germes de ce groupe et tout y était. C'est au fur et à mesure qu'on a compris qu'il fallait être de plus en plus visible. Mais la racine même de la Brigade Anti-Négrophobie est née en 2005. Mais votre formation, là, oui. Parce qu'on sait que l'être humain est rempli d'égos. Donc, avec les égos de chacun, comme dirait Frantz Fanon, les Noirs ont des problèmes dans les 3/4 de leur comportement. A-t-elle évolué depuis ses débuts ? Les idées ont-elles évolué aussi, ou seulement ont-elles simplement changé avec le temps ? Oui, elles ont évolué dans la précision, pas dans le fond. Le fond, c'était les mêmes idées, mais nul n'est censé l'ignorer. Les concepts aident des fois à restaurer une idée à laquelle on avait toujours pensé, mais à laquelle on n'arrivait pas à mettre des mots clairs et précis. Et des fois, on va entendre un concept et on va se dire, que ce soit pour la lutte contre la négrophobie ou totalement autre chose, tiens, c'est quelque chose qui m'avait toujours taraudé toute ma vie, mais j'arrivais pas à l'exprimer aussi clairement. Donc on avait tout la vision de cet aspect de la lutte, mais on n'avait pas pris le temps de la clarifier. Et au fur et à mesure du combat, parce que notre difficulté en tant que Noirs, mais ça pas simplement aujourd'hui, c'est-à-dire on peut imaginer au temps de l'esclavage dans des conditions beaucoup plus extrêmes, c'était le même cas. C'est-à-dire on doit résister en même temps qu'on est sous les feux de l'injustice. Et donc réfléchir en étant sous les feux de l'injustice, c'est pas le luxe que s'offrent les intellectuels ou les scientifiques qui sont financés pour faire leurs recherches, etc. Nous, on est à la fois matraqués par la police, à la fois matraqués par l'injustice sociale et raciale, et en plus, on doit réfléchir à conceptuer notre problématique. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure que ça s'est fait. Effectivement, à un moment, on a écrit ce livre, Autopsie de la négrophobie, qui a vraiment précisé notre idée. Mais l'idée était là, mais la clarification de cette idée pour qu'elle devienne beaucoup plus précise, beaucoup mieux affinée, est venue au fur et à mesure, et elle continue d'ailleurs de s'affiner avec les confrontations, etc. Parce que ce qui nous plaît, c'est être en face de contradicteurs pour pouvoir justement non pas considérer que notre pensée ou notre idéologie est acquise, mais justement la confronter à la réalité pour l'améliorer de plus en plus, quoi. Justement, tu parlais de ton livre, nous allons en parler tout à l'heure, mais disons-nous les choses, première partie, s'achève là. Disons-nous les choses avec Monsieur Franco qui se disait lui-même pas leader mais porte-parole de la BAN, la Brigade Anti-Négrophobie. Deuxième partie. Petite question provoque comme ça. Pourquoi ne pas avoir intégré le CRAN tout simplement au lieu de créer votre entité ? Alors, pour une raison très simple, c'est que l'une des choses qu'on a analysées dans notre livre, c'est de se dire qu'il est suspect d'envisager
qu'un organisme qui lutte contre le racisme d'État, c'est-à-dire le racisme d'État, il faut comprendre que c'est une manière différente d'appeler l'État français. L'État français est synonyme de racisme d'État, puisque pour asseoir son pouvoir, il est obligé, pour justifier l'injustifiable, de promouvoir une idéologie raciste qui permet de justifier son ingérence, ses interventions, autant à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur de ses frontières. Donc, il est toujours suspect de voir qu'un racisme d'État soit, en tout cas, plébiscite une organisation. Et on sait qu'à la naissance du CRAN, donc ça ne nous empêche pas de discuter, mais à la naissance du CRAN, ce qui nous a gênés, c'est que des hommes comme M. Sarkozy, qui est devenu par la suite président de la République française, plébisciter donc le CRAN. Et c'est vrai qu'il est suspect de voir, c'est comme si un criminel allait financer l'enquête de son juge, alors que ce juge est capable de le condamner à mort. Donc nous, ça nous posait un réel problème. Et effectivement, de manière autonome, nous, on voulait faire une action qui pouvait agir de manière indépendante et agir sur le terrain en menant des opérations coup de poing sans tenir compte de la tendance politique du moment et tout ce qui s'ensuit. Donc, on n'est pas là pour juger le CRAN, mais on explique exactement pourquoi on n'a jamais voulu rentrer dans le CRAN. Et voilà, en tout cas, nous, on n'a pas été accouché par le système que l'on combat. Donc voilà, tandis qu'effectivement, le CRAN, il y a eu cette forme de reconnaissance, notamment de l'UMP à l'époque, qui nous posait énormément de problèmes. Donc voilà pourquoi on avait monté une entité indépendante à cette époque. Je rappelle que le CRAN est cette espèce d'entité qui est censée rassembler l'ensemble des associations noires en France. Et voilà, du même fait que tu as donné ton avis sur le fait que la BAN ne souhaite pas trop être, affiliée au CRAN vu les financements du CRAN qui sont générés par l'État. Beaucoup de gens vis-à-vis du CRAN ont un avis assez mitigé. Voilà. Disons que je ne sais pas s'ils ont des financements de l'État, parce que j'en avais discuté avec son porte-parole et probablement leader. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il avait été plébiscité et reconnu par l'État français au moment de sa naissance. Et ça pose un problème. C'est-à-dire que c'était l'alternative que proposait l'État français, comme il le propose des fois quand il veut récupérer certaines questions. Il propose des alternatives qui sont de son cru. Ce qui nous pose problème parce qu'on le redira jamais assez. Il est suspect de voir que l'État plébiscite crée un organisme pour le combattre finalement, puisque c'est lui le principal pourvoyeur de racisme et c'est lui le dieu même du racisme. Il est clair que vis-à-vis du CRAN, comme je te disais, il y a beaucoup d'avis mitigés. Et selon toi, le CRAN représente-t-il vraiment entre guillemets cette communauté noire qui a des problèmes en France et dans le monde? Exactement. Je pense qu'au-delà du CRAN, je pense que personne n'est habilité à représenter une quelconque communauté. Et c'est là que je suis content que cette question soit posée, parce que souvent les gens font des amalgames et croient que la brigade anti-négrophobie a vocation à représenter la communauté. Non, c'est très subtil la manière d'aborder cette problématique, c'est que nous on combat contre le racisme d'État en général et la négrophobie en particulier. Personne ne peut nous enlever le droit de combattre un mal qui est concret, qui tue, etc., etc. Mais par contre, on ne se veut pas les porte-parole de la communauté noire. Tant mieux si certains et certaines se reconnaissent à travers notre discours, mais il y a quelque chose de très... il y a une nuance très importante, c'est-à-dire qu'on lutte contre la négrophobie et personne ne peut se lever pour empêcher cela. Mais on ne s'érige pas en tant que représentant d'une communauté qui n'a pas voté pour nous. Mais c'est bien que tu émettes ces précisions, parce que pour le grand public, la brigade anti-négrophobie représente la communauté noire en France et voire dans le monde. Et c'est bien que tu reprécises votre combat, qui est plus un combat contre un État raciste et contre une manière de percevoir la communauté noire à travers des visions négrophobes. C'est bien que tu précises tout ceci. Certains se reconnaissent à travers vos ouvrages et vos discours.
et sont en total accord avec vos analyses de cette société qui hiérarchise les populations, qui en valorise certaines, qui en amoindrit et en rabaisse d'autres. De quelle base vous êtes-vous inspiré pour tirer de telles conclusions ? Déjà, la première base, c'est comme tout être humain qui n'est pas aliéné et soumis à une pensée dominante qui l'oblige à penser comme on lui dit de penser, c'est déjà notre expérience. La première base, c'est ça. Si on regarde les choses de manière objective, en se distanciant de la propagande, les faits nous montrent qu'il y a une hiérarchisation des populations. En fonction que l'on soit noir ou blanc, on n'aura pas le même traitement partout dans le monde, avec des formes différentes en fonction de la région dans laquelle on se trouve, dans la région du monde dans laquelle on se trouve. Mais en tout cas, il est certain que notre expérience, en premier lieu, nous a donné beaucoup d'informations sur cet état de fait. Maintenant, il faut savoir que la force de la propagande, la machine à laver les cerveaux, est tellement puissante que maintenant, beaucoup de personnes, qu'elles soient blanches, noires ou les couleurs intermédiaires qui vont entre les deux, sont privées de leur libre arbitre, c'est-à-dire voient leur libre arbitre braqué par la propagande d'État. Et il est fréquent que même lorsque l'on constate les faits, on n'arrive plus à les voir parce qu'on est en quelque sorte hypnotisé par une conception des choses qui nous est imposée et qui nous oblige à réfuter les faits. Et donc, par rapport à cela, j'en ai fait partie, comme d'autres en ont fait partie, parce que j'ai été éduqué principalement, ou en tout cas instruit par l'éducation nationale et les médias de masse, qui nous forcent à réciter depuis la maternelle jusqu'à l'âge de 16 ans, école, ou en tout cas instruction obligatoire, les mêmes choses, c'est-à-dire pour qu'on ait une conception du monde et un ordre des choses qui soit celui imposé par les Européens. Par rapport à cela, c'est vrai que mon regard sur le monde était aliéné en dépit de ce que je pouvais constater. Donc, les ouvrages qui m'ont notamment aidé avec ceux qui travaillent avec moi et qui combattent avec moi à comprendre le racisme, ce qui nous a aidé à poser les bases de la compréhension du racisme, c'était l'ouvrage de Stokely Carmichael et Charles V. Hamilton, c'est-à-dire Black Power, où ils définissent le racisme comme étant une idéologie qui vise à mettre des populations sous tutelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de sentiment personnel ou interpersonnel, c'est vraiment un système de domination qui utilise donc une idéologie pour aliéner et inférioriser les peuples afin de les aliéner, afin de les dominer. Mais tu parles d'aliénation culturelle, Oui. Ça me rappelle le livre de Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture, Oui. où il nous parle d'aliénation culturelle. Et dans beaucoup de choses que tu évoques, notamment par rapport à la brigade, par rapport à la négrophobie. Je sais que le livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, pose des bases sur cette espèce de racisme qu'il y a vis-à-vis des Noirs, ou même des racismes que les Noirs ont entre eux. Oui, tout à fait. Par rapport à leur comportement, par rapport à la manière dont ils se regardent, par rapport à l'époque de l'esclavage où un tel était dans les champs, un tel était, on a hiérarchisé, par rapport même à Monsieur Lynch, qui a fait sa lettre et qui était une lettre, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais prémonitoire, disant comme quoi le jeune s'en prendra au vieux, et ainsi, la lettre que nous connaissons. Et, pour finir assez rapidement, vos bases, en tout cas pour avoir défini la négrophobie, ne sont peut-être pas celles-là aussi. Certains de ces ouvrages que je viens de citer. C'est-à-dire que là, on parle pour définir le racisme. C'est Stokely Carmichael qui avait déjà et Charles V. Hamilton qui avait une réflexion sur ce qu'on peut appeler le racisme systémique, le racisme institutionnel, ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme d'État, ce qui n'était pas évident. Cheikh Anta Diop en parle, mais ne définit pas clairement la question du racisme. Frantz Fanon, lui, l'aborde tout au long de son livre, mais il n'y a pas un moment, une définition qui s'arrête pour expliquer ce qu'est le racisme. Et eux différencient donc le racisme d'État au racisme institutionnel de cette espèce de ressentiment interpersonnel qui n'a strictement rien à voir avec la machine systémique, le rouleau compresseur raciste que déploie l'État pour dominer les peuples. Je tenais à dire aussi qu'à mon sens, le racisme entre les Noirs ou les racisés, en tout cas notamment les Noirs, puisqu'on va parler de Noirs, n'existe pas à mon sens. Ce qui existe par contre, c'est une reproduction du système de domination subi par l'oppression qui est reproduit à l'intérieur de nos propres communautés. Donc en fait, c'est comme si on nous avait programmés pour
pour nous autocoloniser en fait. C'est-à-dire que voilà, mais en tant que tel, c'est pas un racisme du noir envers le noir, c'est la machine à oppresser est tellement puissante qu'elle a, par la torture qui illustre très bien l'esclavage, c'est-à-dire que quand un nègre marron se sauvait, qu'est-ce qui se passait? Pour dissuader les autres de le faire, il fallait le punir en public de manière extrêmement sauvage, malgré ce que le peuple en question se prétendait civilisé. Et donc, c'est ce reniement de soi qui a été imposé sous la torture qu'on a fini, dont on a hérité et qu'on continue à reproduire. Mais ce n'est pas du racisme que les Noirs... Donc, c'est bien la conséquence du racisme, systémique des États. Nous allons en venir à tout ceci, t'inquiète. Disons les choses, fin de la deuxième partie. Très bien. La banlieue sud de Grigny 350.